Ok. On va te voir. Voilà, vous êtes ici, vous savez pourquoi, pour la présentation des livres en fait, de l'atelier paysan. Ça faisait un moment que moi je souhaitais le faire. Je pense que ça fait voilà, c'est un sujet qui a l'air d'intéresser. Pour le reste, j'avais pas vraiment prévu l'introduction. Je pense que Patrick, je peux présenter Patrick, donc un sociétaire en fait de l'atelier paysan. Je me reprends si je me trompe, mais... Et voilà, qui est un paysan à la retraite, qui était un paysan sur le secteur du BD. Ouais. Voilà, et qui est venu donc nous présenter ces deux livres et répondre aux éventuelles questions par la suite. Qui pourrait engendrer une causerie, quoi. Vous faisiez quoi comme culture? Lait et du production laitière. Production laitière, ouais, polyculteur, éleveur, du coup. Ouais, polyculteur élevage, quoi. Mais la traduction, ouais, dans la région, on appelle ça producteur de lait, quoi. Oui. Sur la ferme, je ne faisais que ça. Ok, d'accord. Peut-être dire que c'est organisé par les femmes, quoi. Oui, et Qui on est, quoi. Ouais. Voilà. Et cette causerie, elle est organisée par la Fédération anarchiste, le groupe La Sociale de Rennes. Voilà. Et dans les locaux de la bibliothèque, voilà, la commune. Vous êtes tous ici. Voilà. Bon, c'est bien. Donc, je vais commencer par me présenter avant de présenter comment s'appelle l'atelier paysan. Donc, effectivement, voilà, je suis un retraité de l'agriculture, puisque j'ai quitté la ferme. En 2005, j'ai eu une petite activité salariée après. Donc, en gros, j'ai été 33 ans paysan à BD, producteur de lait, une exploitation qu'on a conduite avec mon épouse Annie. On a eu 5 enfants sur cette exploitation et pas un n'est resté sur la ferme, donc la ferme a disparu. Donc voilà pour la présentation rapide des choses. Sur mon parcours personnel, j'ai été syndiqué à Paysans Travailleurs, je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, mais si on rentre là-dedans, ça va être très long. Donc Paysans Travailleurs, c'est les ancêtres de la Confédération paysanne, quoi. Mais Paysans Travailleurs existe depuis les années 74. Moi, je me suis installé en 76, donc j'ai été pendant jusqu'à la création de la Conf 92, je crois, j'ai été à Paysans Travailleurs à cette partie-là. Mais la plus grosse partie de mes engagements dans le monde paysan, ça a été la Solidarité Paysan. C'est une structure qui fait de l'accompagnement d'agriculteurs en difficulté. Et j'ai été, à l'issue de ma carrière de paysan, 5 ans président de l'Association nationale Solidarité Paysan. Donc voilà. Et sociétaire de l'atelier paysan depuis 8 ans maintenant. Donc pas tout à fait au démarrage, puisque la structure a 12 ans, mais enfin, ça fait déjà un petit bout. J'ai été à une période au conseil de surveillance, que j'ai quitté, et j'ai été dans le groupe d'écriture. Alors pas des 2 livres, j'ai pas participé à la rédaction du premier, Reprendre la terre aux machines, qui est un essai politique. J'avais d'autres problèmes à régler à cette période-là, mais j'ai été dans le groupe de relecture de ce livre, qui est un livre collectif, qui a été écrit par 5 sociétaires de la coopérative, accompagné du gérant, Fabrice Clerc, et d'un... on va appeler ça un essayiste qui était rédacteur, qui a l'habitude d'écrire et qui mettait en mots ce qu'il entendait des discussions entre les paysans, quoi. Et par contre, j'ai participé à la rédaction de celui-ci, qui est l'Observation des technologies agricoles. Donc celui-là est un essai politique, celui-ci est un livre d'analyse des politiques publiques agricoles, à partir des chiffres du RICA. Donc le RICA, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le réseau d'information des comptabilités agricoles. C'est une structure étatique qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui, tous les ans, nous donne des informations sur la manière dont évolue l'exploitation France. Le but, c'est ça, c'est de savoir est-ce que les paysans gagnent leur vie, est-ce qu'ils la gagnent pas. Globalement, ils la gagnent pas, mais ça, on y viendra après. Donc ça, plus une analyse politique de l'environnement agricole et des thématiques qui se développent aujourd'hui dans le monde paysan, la méthanisation, l'agriculture 4.0, le transhumanisme qui est à l'œuvre aujourd'hui sur ces questions-là, et puis la manière dont le monde agricole est verrouillé par ce dont on va parler, entre autres le complexe agro-industriel. Donc voilà pour
rapidement présenter le bonhomme et la structure. J'ai ces choses-là que vous pourrez prendre, qui présentent en gros rapidement qui on est à l'atelier paysan, quelles sont nos thématiques. Juste dire que notre angle d'intervention sur les questions du développement agricole, c'est l'angle de l'autonomie technologique, c'est-à-dire qu'on attaque la question du développement par la question des technologies et de l'autoconstruction, des outils adaptés à des paysans autonomes technologiquement. Donc voilà un peu la chose sur laquelle on bosse, et donc c'est un peu expliqué là-dedans. Donc je ne sais pas trop comment on va conduire cette journée, je ne savais pas trop comment on allait se trouver, là je ne suis pas en pays perdu puisque j'ai un collègue paysan qui se trouve ici, donc si je suis mis en difficulté, Gérard, tu pourras intervenir derrière. Voilà, j'ai globalement, je ne sais pas trop, c'est un truc qui va faire aux alentours de 45 minutes. Alors, est-ce qu'on les enfile ou est-ce qu'effectivement vous intervenez au moment où vous avez envie d'intervenir je ne sais pas trop. Enfin bref, il va falloir que... C'est plus simple de faire les questions après. D'accord, ok. Bon, Bon, dans ce cas, je vais y aller. Et donc, avant d'aller plus loin, je vais poser deux choses avant d'en venir au cœur du sujet. La première, c'est vous citer un certain nombre de dates et d'événements historiques qu'il est important d'avoir en tête pour montrer que les questions du développement agricole ou le modèle industriel, c'est pas un hockey de l'histoire, mais ça a bien été une volonté politique délibérée de mise en place et que depuis des décennies, effectivement, on nous impose des décisions qui aboutissent à la situation dans laquelle on est là aujourd'hui. Et un deuxième point qui sera de poser sur la table ce qu'on appelait, nous, à l'atelier paysan, le complexe agro-industriel, qui est une conception des partenariats qui aujourd'hui aliènent le milieu paysan. Donc, le premier point, on va commencer par 1946, donc sortir de la guerre, le plan Monet, et déjà l'ambiance est posée, puisque le plan Monet s'appelle modernisation ou décadence. Donc voilà, c'était forcément, quand vous posez des questions comme ça, vous n'avez que le choix de choisir la modernisation, parce qu'autrement ce serait la décadence. Suite au plan Monet 48, le plan Marshall. Donc le plan Marshall qui avait deux objectifs. Un, de relancer l'économie américaine, parce qu'effectivement, on sortait de la guerre. Et deux, de participer effectivement au développement du modèle industriel en France. Ils l'ont fait sous deux formes. Un, sous des formes de subventions directes en monnaie sonnante et trébuchante, mais surtout, et c'est l'image qu'on a du plan Marshall, c'est l'arrivée massive de tracteurs dans les ports français pour effectivement industrialiser l'agriculture. Troisième point, c'est ce qu'on appelle les lois d'orientation de 60-62, qui ont été fondamentales dans la structuration du paysage agricole, fondamentales parce qu'elles ont été coécrites et coportées d'une part par l'État et d'autre part par ce qu'on appelle le syndicalisme majoritaire. Je ne sais pas si ça vous parle. Syndicalisme majoritaire, quand on en cause, c'est FNSEA et CNJA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et CNJA, c'est la branche jeune de l'appareil. Et donc les lois d'orientation ont été coécrites et elles ont été gérées après de manière commune avec ces gens-là. Donc la première loi d'orientation, elle a créé les institutions de gestion de la mise en place de cette industrialisation. Il y en a une qui fait référence et qui existe encore, qui touchait au foncier, c'est la SAFER, avec sa déclinaison bretonne, qui normalement aurait dû maîtriser l'accès au foncier des paysans, mais on sait quel rôle elle a joué dans la restructuration de l'exploitation agricole. Et comme ce n'était pas assez percutant, si elle a fait la première loi, elle a créé ce qu'on appelle ou institutionnalisé l'exploitation familiale à 2 UTH. C'est de là qu'on tient ça. Et aujourd'hui encore, les exploitations agricoles sont des exploitations familiales, parce que vous avez toujours un homme et une femme, ou un homme tout seul, ou une femme tout seul, bref. Mais en tous les cas, c'est familial, même que vous ayez 500-600 hectares et 1000 vaches, ce sont de toute façon des exploitations familiales. Et ça, on le tient de la première loi de 60. Et en 62, il a fallu complémenter un petit peu cette loi de 60 pour une raison simple, c'est que je trouvais que les paysans ne partaient pas assez vite, donc on a la mesure emblématique de l'époque, ça a été l'IVD, indemnité veilleur de départ, c'est-à-dire que tous les gens qui ne correspondaient pas soit à des conditions de revenus, soit à cette exploitation de rentabilité à 2 travailleurs, eh bien, on leur verse une prime pour qu'ils puissent quitter l'exploitation.
Donc ces lois-là, elles sont importantes parce qu'elles ont posé les bases de ce que sera le développement agricole après. On y reviendra au cours de ce que je vais vous raconter. 57, le traité de Rome, création de la CE, donc ça a été aussi important à ce moment-là. Et puis les différentes PAC, 58 la première, 92 la deuxième, 2014 la troisième. Mais entre les deux, en 68, vous avez ce qu'on appelle le plan Mansholt. Mansholt, c'est un Néerlandais qui était le conseiller européen aux affaires agricoles. Et comme on va dire que les ministères nationaux avaient un peu de difficulté à faire passer la modernisation, c'était pratique de dire on n'y peut rien, c'est l'Europe qui décide. Et donc Mansholt a rendu un rapport disant qu'en gros, il fallait que les 2 tiers des exploitations disparaissent. Et donc, obligation des politiques publiques nationales de se conformer aux injonctions de Bruxelles. Et donc, pour le coup, l'Europe a été la pièce maîtresse de l'industrialisation de l'agriculture. 2015, on fait un grand saut, on arrive Stéphane Le Foll, donc on est les socialistes au pouvoir, et puis d'un seul coup, il nous sort ce qu'on appelle Agriculture Innovation 2025, 10 milliards d'euros. Recherche, innovation et numérique. Et donc on entre effectivement dans la période des surenchères technologiques, c'est-à-dire qu'on a épuisé ce qu'on pouvait obtenir sur la mécanisation, et d'un seul coup, on fait passer les choses sur le numérique. Et tout le reste, effectivement, ça va être ça. 2017, grand plan d'investissement, 57 milliards sur 5 ans. Ça, c'est notre ami Macron. 2020, plan de relance, sorti un petit peu avant le Covid. 1,2 milliard sur des projets structurants. Et les exemples de projets structurants à l'époque, c'était les bassines. À Sainte-Soline, on en reposera un peu plus loin. Et ça a été investissement dans les nouveaux pulvérisateurs. Vous savez, ces pulvérisateurs qui sont capables de mettre la goutte de désherbant ou de pesticide à l'endroit où il faut qu'elle soit mise pour pas qu'elle aille polluer les... Voilà. Et ça a tellement bien marché qu'en 3 mois, l'enveloppe a été bouffée par les paysans. C'est-à-dire qu'on a eu à ce moment-là une volée d'investissement essentiellement en pulvérisateurs. Donc voilà, cette chronologie, c'est pour bien montrer que on ne sort pas de nulle part et que la volonté de la mise en place du modèle industriel, elle est bien pensée, conçue, et elle a été de manière implacable mise en place sur les 7 dernières décennies. Et nous, on dit que cette volonté de surenchère, ça a été le choix du chômage, parce qu'effectivement, ça a été une saignée magistrale et monstrueuse chez les paysans. Le deuxième point sur lequel que je pose en préalable, c'est qu'on a coutume de parler de l'agro-industrie. C'est très réducteur. Si elle est un facteur fondamental de la mise en place du modèle industriel, on ne peut pas résumer aux méfaits de l'agro-industrie uniquement ce qui se passe. Le complexe agro-industriel, c'est l'ensemble des composantes qui effectivement encadrent le milieu agricole pour que le modèle agro-industriel puisse fonctionner. Il y a 3 composantes dans le complexe agro-industriel. Vous avez l'agro-industrie qui n'est qu'une composante du triptyque. Et donc c'est quoi? C'est l'ensemble des industries, amont ou aval de l'exploitation. Et généralement elles sont amont et aval. C'est bien rare qu'elles ne fassent que l'un ou l'autre. Elles sont généralement les deux. Et donc c'est celles qui effectivement pressurent les paysans et font des profits et super profits sur leur dos. Les deuxièmes acteurs, c'est ce qu'on appelle les institutionnels. C'est l'État, c'est les régions, c'est les départements. Parce qu'il faut que les politiques publiques agricoles se mettent en place de manière tranquille et sans accroc, il faut effectivement des lois et règlements au bénéfice de l'agroalimentaire pour que les choses se mettent en place. Et donc, c'est l'État qui fait ce travail-là. Et une des particularités qui permettent d'identifier les responsabilités de l'État là-dedans, c'est qu'il est capable de mobiliser son appareil répressif contre les gens qui contestent effectivement ce modèle de développement. Je vais prendre 3 exemples. Rémi Fraisse, vous vous rappelez, 2005, Sivens, assassiné, qu'est-ce qu'il faisait? Il manifestait contre, c'était pas une bassine, mais c'était une retenue d'eau. Et donc c'est déjà le complexe agro-industriel qui, à cette époque-là, puisqu'il y avait la FNSEA qui était dessus, qui intervenait, et donc il y a eu une répression. Le deuxième, c'est, je ne sais pas si vous avez ça en tête, c'est Jérôme Laronce à Tréville, un paysan bourguignon, un éleveur, qui au sortir d'un contrôle DSV direction
les services vétérinaires, part dans la campagne, qui est abattu qui est abattu en race campagne 4 jours après son départ, de 3 balles, 2 dans le flanc et une dans le genou, par la gendarmerie. Et Rémi Fraisse, il y a eu un non-lieu, et pour Jérôme Laronce, on s'engage vers un non-lieu. Le troisième exemple, c'est Sainte-Soline. Alors Sainte-Soline, c'est l'emblème puisque c'est la dernière, où effectivement l'État mobilise de manière importante contre les manifestants. Et on entend Darmanin sortir son écoterrorisme, c'est-à-dire que on change, on stigmatise les gens qui manifestent pour oublier pourquoi ils manifestaient, et on culpabilise les militants. Et ça, c'est une pratique de l'État sur ces questions-là. Et la dernière, je l'ai pris ce matin dans Ouest France, c'est le chlordécone, puisque, pof, on sait que ça va être un non-lieu complet. Alors que la France a attendu 15 ans pour interdire le chlordécone avant les autres pays. Donc voilà, c'est les capacités de l'État de mobiliser pour permettre au complexe agro-industriel de sortir tranquillement, de se mettre en place tranquillement. Dernière chose, puisque c'est passé de manière insidieuse et puis aujourd'hui c'est un peu en veilleuse, rappelez-vous en 2019, sur les questions de l'agribashing, lorsque la FNSEA et le CNGA ont signé avec Castaner la création de la cellule Déméter, c'est-à-dire qu'on mettait à la gendarmerie la possibilité d'assigner en justice des gens qui disaient des choses, alors soit qui rentraient dans des élevages pour des questions de dénonciation de maltraitance animale, soit éventuellement qui disaient des choses mauvaises sur le modèle agro-industriel. Par exemple, si Castaner était dans la salle aujourd'hui, il pourrait très bien dire que je relève de la cellule Déméter, et vous avec, puisque vous m'écoutez. Mais bref, voilà. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu mis en veilleuse, mais elle existe toujours. Et c'était uniquement FNSEA, CNJA et l'État. Donc bien 2 acteurs du complexe agro-industriel. Et les 3e acteurs du complexe agro-industriel, c'est ce qu'on appelle les acteurs idéologiques. C'est le syndicalisme majoritaire et toutes leurs affidés, puisqu'ils ont passé leur temps à créer des petites structures, centres de gestion, contrôle de performance, qui permettent de contrôler les paysans et de mettre la pression. Et donc on est effectivement sur des structures qui, idéologiquement, contrôlent les paysans. Et donc il faut bien se rendre compte que la totalité de ces acteurs, l'agro-industrie, les institutionnels, et le syndicalisme majoritaire, ils assument la responsabilité de la situation actuelle des paysans et des politiques alimentaires qui en découlent. Voilà, ça posé, ça va permettre d'éclairer un petit peu ce que j'ai à dire après. Mais ça permet de dire que le système agro-industriel est un système maltraitant. Il est maltraitant. Je ne vais pas m'éterniser sur la totalité des choses dont on parle dans la presse en règle générale, vous savez, sur l'environnement, sur l'effondrement de la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Là-dessus, c'est dans la presse, c'est dans les médias, c'est largement documenté et enquêté, et on a tous individuellement la capacité de se faire son opinion sur ces choses-là. Mais c'est des conséquences, effectivement, du modèle agro-industriel. Je m'arrêterai sur 2 choses plus moins souvent abordées. C'est ce qu'on appelle les victimes du complexe agro-industriel. Donc il y a certes les paysans, et ce n'est pas les premiers dont je vais parler, c'est la population, en règle générale, les citoyens français. Les citoyens français parce que le modèle agro-industriel, par son mode de fonctionnement, et les implications et les relations qu'il y a entre la transformation, par exemple, et la production, aboutit à mettre à disposition des citoyens une alimentation de mauvaise qualité. C'est la question de la malbouffe. La malbouffe, c'est quoi? C'est des produits ultra transformés. Il y avait d'additifs divers et variés, du sucre, du sel, enfin, tout ce que vous voulez. C'est également bien documenté dans la presse. Mais les conséquences de ça, c'est qu'on a eu, ou la santé publique a eu à faire face à une explosion de ce qu'on appelle les maladies chroniques, les cancers, le surpoids, les maladies cardiovasculaires. Et le Sénat s'est fendu d'un rapport en 2018 où il parle d'épidémie mondiale de maladies chroniques. Donc on est bien sur une composante résultat du développement des politiques alimentaires. Donc la malbouffe, elle est effectivement issue essentiellement de la transformation.
hein. On ne va pas dire que c'est les paysans qui produisent la mauvaise bouche, c'est essentiellement la transformation et la grande distribution. Et c'est d'ailleurs ce qui permet à la future ex-présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, de nous dire qu'il faut passer un pacte entre les agriculteurs et les consommateurs. Et là, les bras nous en tombent, puisque quels sont les agriculteurs qui veulent passer un pacte avec les agriculteurs? C'est soit des agriculteurs qui transforment, des maraîchers, des producteurs, des paysans boulangers, des éleveurs qui transforment et qui ont effectivement une relation de proximité avec des clients consommateurs. Il y a effectivement un pacte. Moi qui étais producteur de lait à BD, qui vendais mon lait à la coopérative agricole de Rennes, quand j'avais à discuter j'étais pas content de la manière dont la coopérative agricole de Rennes, j'allais pas voir les consommateurs, j'allais voir le directeur, je lui disais, tu fous de ma gueule, c'est pas... Et donc, ce qu'il faut comprendre dans la sémantique de Christiane Lambert, c'est que le fait de poser la question de cette manière-là, ça permet aussi de passer sous le tapis la responsabilité de l'agro-industrie dans le fait de la production d'une alimentation de mauvaise qualité. Donc voilà. Et on voit bien à ce moment-là que ces gens-là, ils ont des intérêts communs et permet effectivement de limiter l'implication de l'agroalimentaire. Juste pour la petite histoire, si encore Christiane Lambert nous disait il faut passer un pacte avec les directeurs de coopératives, enfin même pas les directeurs, les présidents, parce que bien sûr vous savez que c'est les présidents qui commandent dans les coopératives agricoles. Donc, mais non, il faut juste savoir que les coopératives agricoles sont toutes regroupées dans un truc qu'on appelle le COP de France, et que le président du COP de France est membre de droit du conseil d'administration de la FNSEA. Donc on a un lien organique entre la coopération et le syndicalisme majoritaire, que le président de la CCMSA, donc c'est la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, c'est notre sécu à nous, est également membre de droit de la FNSEA. Donc il y a des liens organiques entre ces structures-là, qui sont des acteurs du modèle agro-industriel, et le syndicalisme majoritaire. Le deuxième point sur lequel je causais concernant la question alimentaire, c'est un aspect socio-économique. C'est-à-dire que les dégâts de la malbouffe ne touchent pas la population française de la même manière. Les premières personnes touchées par la malbouffe sont effectivement les classes populaires. Et l'alimentation aujourd'hui est devenue un marqueur social. Et on a un certain nombre de chiffres qui nous permettent de confirmer ça et d'affirmer ces choses-là. La première, c'est le baromètre Ipsos Secours catholique, qui tous les ans fait l'état de la situation de la consommation et des politiques alimentaires françaises. En 2020, il nous disait que 26 millions des consommateurs français, dans lesquels il y avait des gens ayant des revenus d'entre 1200 et 2000 euros, n'avaient pas accès ou ne pouvaient pas se permettre l'accès à une alimentation de qualité. Et donc, une partie de la population française n'a pas effectivement la possibilité de choisir ce qu'elle veut manger. Le deuxième chiffre, là, c'est l'IGAS, donc c'est un institut qui dépend du ministère, donc il n'y a rien à dire. Et l'IGAS nous disait, vous avez 5 500 000 Français qui dépendent de l'aide alimentaire. Et donc ça, c'était 2020 avant le Covid. Après le Covid, on parlait de 7 millions. Et sur cette période-ci, où on voit exploser effectivement les demandes dans les associations, on pense qu'on peut être aux alentours de 8 millions de Français qui sont effectivement à l'aide alimentaire et qui n'ont pas d'autre alternative qu'effectivement aller mendier leur alimentation. Et donc c'est là que je reviens aux lois d'orientation, puisque les lois d'orientation de 60-62, elles nous avaient promis une alimentation de qualité pour la totalité des Français. Et on se rend compte qu'effectivement, le modèle agro-industriel, il a failli là-dessus. C'est une faillite de ce modèle-là, puisqu'elle n'a pas répondu à un des objectifs. On peut dire que l'alimentation qui est produite, elle est produite de manière surabondante, qu'elle est hors de portée des pauvres, qu'il faut en partie la distribuer, parce qu'autrement il y en a de trop, et que ce n'est pas gratuit pour les contribuables, mais que c'est hautement profitable pour l'agroalimentaire, puisque en 2016, le ministre de l'agroalimentaire socialiste Garot a introduit la défiscalisation dans l'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'avant cette date-là, lorsque les entreprises donnaient à des organismes de distribution, ils le donnaient, point, ou ils le détruisaient. Avec la défiscalisation, quand vous donnez 100 en valeur
au Resto du Cœur ou à la Banque Alimentaire, vous déduisez 60 de vos impôts. Et donc, c'est tout bénéfice pour effectivement la grande distribution. C'est une aide directe de l'État à la grande distribution et c'est une perte d'impôts pour l'État. C'est aussi une preuve, vous voyez, que l'État répond aux souhaits de l'agroalimentaire et de l'adaptation des politiques publiques aux besoins de l'agroalimentaire. Cette situation, elle montre 4 choses. Hein. D'abord, il a fallu mettre en place une politique publique de distribution de la surproduction pour que le modèle industriel puisse continuer à fonctionner. Et ça, c'est un petit peu contre-intuitif. Que le modèle, que les politiques publiques alimentaires sont devenues l'exutoire du modèle agro-industriel et que l'abondance a aggravé la fracture sociale dans l'alimentation. C'est donc le constat d'un échec patent des politiques agricoles alimentaires. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la maltraitance du modèle agro-industriel vis-à-vis de la population française. On va revenir un petit peu sur le secteur de la production, puisque les paysans sont aussi concernés par ça. Loi de 60, 3 objectifs. Hein. Moderniser l'agriculture, permettre l'égalité des revenus des paysans avec les autres catégories françaises, et nourrir la population. La nourriture, on a vu ce que ça donne, c'est pas brillant. Pour le reste des objectifs, le constat qu'on va faire, c'est que les politiques industrielles agricoles, ça a été une saignée continue et ininterrompue sur les emplois agricoles. Hein. Quelques chiffres, en 1946, on était 4 200 000 paysans, juste aux sorties de la guerre. Hein. 55, un petit peu moins de 4 millions. Alors on va faire un grand bond pour aller vite, hein, parce qu'autrement on va y passer l'après-midi. 2010, il restait 604 000 chefs d'exploitation. Donc on pourrait penser que les choses avançant et les paysans disparaissant, ça va se ralentir. Eh bien non. Le dernier recensement 2021, il nous dit moins 18% d'exploitants agricoles, on n'est plus que 400, enfin ils ne font plus, puisque je suis retraité, que 496 000. Et donc ça fait une disparition de 3 800 000 paysans quand même sur les décennies de la guerre aujourd'hui. Et ça a eu des répercussions et des conséquences sur l'exploitation agricole. La première, c'était l'augmentation des surfaces. Moins de paysans, effectivement, plus de surface pour chaque paysan. Mais c'est surtout, ce qu'il montre bien, c'est surtout les surfaces travaillées par travailleur, par actif. En 1946, un actif agricole travaillait 5 hectares 70 à peu près. Quoi. En 2005, le même travailleur, il fait 29 hectares 5. Quoi. Et donc, voilà. C'est fois 6. Hein. La deuxième conséquence, c'est la mécanisation par l'augmentation des tracteurs. Sorti de la guerre, il y avait à peu près 54 000 tracteurs en France. Et aujourd'hui, ça s'est stabilisé, ça ne bouge plus beaucoup, ça, aujourd'hui. Il y a 1 200 000 tracteurs sur l'exploitation agricole. Il y a un chiffre que je vais vous donner parce que ça reflète quand même bien la manière dont les choses ont bougé. Si on prend la puissance nominale des tracteurs, c'est-à-dire que c'est la puissance de tous les tracteurs si on les démarrait tous en même temps. Or, les outils type ensileuse, moissonneuse, batteuse et compagnie, qu'on ne comptabilise pas là-dedans, eh bien, c'est l'équivalent de 70 réacteurs nucléaires français. C'est-à-dire que la puissance nominale des tracteurs aujourd'hui est plus importante. Hein. On est à 71, gigawatts de puissance nominale tracteur pour un parc français qui fait 60 gigawatts en production en pleine puissance. Donc voilà, c'est une montée phénoménale, effectivement, de la puissance. Et ça marque effectivement, c'est une des marques de la mise en place du modèle agro-industriel. Mais ça a été aussi 2 éléments, voilà, et la saignée des paysans et l'augmentation de la puissance. C'est aussi ce qui permet la construction du modèle agro-industriel. C'est-à-dire que la mécanisation associée à l'augmentation de surface, avec tout le productivisme qui s'est mis en place, vous voyez bien, quand vous êtes moins de main sur l'exploitation et que vous avez un tracteur, eh bien, pour faire ce que vous faisiez à la houe, pour nettoyer les champs, vous le faites aujourd'hui avec un pulvérisateur. Et donc, le tracteur était indispensable à la mise en place du modèle agro-industriel. Et ça a été aussi l'entrée dans l'exploitation de tous les intrants
les engrais, les pesticides, les insecticides, les produits phytosanitaires. C'est lié effectivement à cette politique d'augmentation de la surface d'exploitation et d'augmentation de la puissance nominale sur les exploitations. Et bien sûr, ça satisfaisait les besoins du complexe agro-industriel parce qu'on voit bien qui tirait les marrons du feu de cette affaire. C'était d'une part l'APRO, l'amont et l'aval de l'exploitation, et puis les fournisseurs de matériel agricole. Et on disait aux paysans, c'est comme ça qu'on va moderniser l'agriculture, par les gains de productivité, et par les gains de productivité, vous aurez un revenu. C'est comme ça qu'on nous a vendu à nous le développement agricole. On nous a dit, allez-y, foncez les mecs, vous allez le faire. Les économies d'échelle vont vous permettre effectivement de gagner votre vie. Et on s'est rendu compte que non. Et donc, les conséquences de ce changement sur l'exploitation, c'est que, il y a 3 conséquences. Il y a forcément, dans ce cas-là, on est dans de la production à grande échelle. On n'est plus du tout sur le même type de production. On est forcément sur des investissements dans l'exploitation et une augmentation, une explosion des consommations intermédiaires. C'est ce qu'on appelle les intrants, quoi. Et donc, c'était pour les agriculteurs la découverte du manque de trésorerie, du recours à l'investissement. Et l'investissement est devenu l'endettement qui aujourd'hui est structurel dans l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture crève effectivement de l'endettement. La conséquence ultime de cette affaire-là, c'est que pour répondre aux besoins de l'agro-industrie, il a fallu spécialiser les productions, c'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de polyculture élevage, et moi je te disais j'étais essentiellement producteur de lait, mais mon beau-père sur l'exploitation avant était producteur de lait, mais un petit peu de cochon. Voilà. C'était pour le coup de la polyculture, ce que je n'ai jamais fait. Moi j'étais coopérative agricole de Rennes, la citerne passait tous les 2 jours, je vendais du lait, point. Et donc il a fallu spécialiser les exploitations, et la Bretagne est le reflet de ça, c'est-à-dire que vous avez le bassin laitier rennais, vous avez le bassin lambalais de production porcine, vous avez la côte maraîchère, le centre-Bretagne n'a pas de peau, c'est pauvre, donc il faut qu'ils se démerdent ceux-là, quoi. Et donc c'est là que vous avez effectivement une grosse concentration de paysans alternatifs qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Et puis vous avez le Morbihan aussi, avec une grande partie sur les élevages industriels de volailles et compagnie, quoi. Mais c'est ça qui est devenu la production, c'est-à-dire des exploitations spécialisées et donc complètement dépendantes de l'amont et de l'aval de la production. Et on nous avait dit, vous aurez un revenu. Ben non, on n'a jamais eu de revenu. On a quelques chiffres du RICA. Alors, RICA, réseau d'information comptabilité agricole, le machin du ministère de l'Agriculture, qui nous donne quelques informations sur là-dessus. 25%, donc ça c'était en 2010, 25% des paysans ont un revenu inférieur au SMIC et 12% avaient un revenu négatif. 2016, c'est la CCMSA qui prend le relais et qui nous donne des informations. Et pour le coup, 20% d'exploitation déficit, donc avec un revenu négatif, et 30% des paysans avec un revenu inférieur à 350 € par mois. Donc c'est ça la réalité. Alors ça ne veut pas dire que tous les paysans sont comme ça, il y en a qui gagnent très 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 bien leur vie, mais globalement, la population agricole est une population paupérisée. L'autre conséquence de la standardisation... Ouais, l'autre conséquence de la standardisation des productions agricoles pour répondre aux injonctions de l'agro-industrie et des injonctions des politiques agricoles, de la PAC, a été la mise en place d'une politique de normalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'accorder des aides parce qu'il n'y a pas de revenus, il faut répondre à un certain nombre de normes pour toucher les aides. Et donc, ce métier de paysan, qui était présenté comme un métier d'entrepreneur indépendant, agro-manager et compagnie, Christiane Lambert, avant de partir, parlait, elle, d'énergiculteur, puisqu'effectivement, maintenant, on produit avec les méthanisateurs, voilà. Ce qu'il faut avoir dans la tête, c'est que moi, j'étais producteur de lait, et Gérard aussi, pendant toute notre carrière, on n'a jamais émis une facture. C'est-à-dire que quand on vendait notre lait, le laitier pointait tous les jours les litrages qu'il prélevait,
Et puis, on recevait, 15 jours au milieu du mois, notre facture, on appelait ça la paye de lait d'ailleurs, donc c'est significatif. C'est la laiterie qui nous disait, vous allez être payé tel prix. Jamais je n'ai émis de facture à destination du mec à qui je vendais le lait. Et pire que ça, c'est que si j'avais pris chez lui de l'engrais, des semences de maïs ou toute autre chose pour faire fonctionner l'exploitation, il déduisait de la paye de lait ce que je lui devais pour ce que j'avais pris. Et donc j'avais juste à regarder s'il restait quelque chose. S'il restait rien, je pleurais. Et ou je lui demandais une avance sur la prochaine avenir. Donc voilà, c'est ça le métier de paysan. Et dans